Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la troisième étape de Paris-Nice contre la montre par équipe aujourd'hui. Autant vous dire que certains coureurs, notamment les équipiers, ont peut-être passé une mauvaise nuit à se tourmenter un petit peu, à se dire faut pas que je me plante, faut pas que je me plante, faut pas que je me plante, parce que sinon mon leader il va peut-être m'en vouloir et ça va peut-être lui coûter la course. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du côté des équipes sur cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, plus vous cliquez vite sur une notification, sur une miniature, et bien plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et je remercie les gens qui font cet effort. Et on commence tout de suite du côté de cette journée de Paris-Nice, de cette présentation de cette journée de Paris-Nice. Comme je disais, contre la montre par équipe aujourd'hui, un exercice où vous allez le voir, un peu comme lors de l'étape 2, je vous disais, où les interviews d'avant-course, tout le monde est un petit peu tendu. Là, c'est un peu pareil avec un chrono par équipe. C'est toujours difficile, un chrono par équipe, parce que les leaders, forcément, savent que c'est une journée importante pour le classement général. C'est même des fois une journée c'est une journée auquel on donne un peu trop d'importance, même parfois, parce que souvent les écarts sont pas si énormes que ça, ils sont rattrapables. Mais on se dit, c'est un contre-la-montre, c'est 30 km en plus aujourd'hui, donc tout le monde est un petit peu sous pression, mais les équipiers aussi. Parce que les équipiers, ils veulent bien faire, ils veulent pas planter l'équipe. Ils veulent pas se rater en termes de stratégie, donc il y a une vraie tension. Et puis les directeurs sportifs aussi sous pression, parce que ils savent que c'est un exercice de cohésion d'équipe. C'est un exercice où il faut être proche des uns des autres, plus t'es proche, en gros, mieux c'est, où il faut avoir une tactique, parce que là en plus on est toujours sur le même règlement, c'est le temps du premier qui comptera. Donc il faut être, voilà, on individualise les temps, c'est pas un temps commun aux 4 ou 5 de l'équipe, là c'est le leader il faut catapulter le leader, en gros c'est ça, du côté de ce contre-la-montre, il faut que le leader fasse le meilleur temps, donc tout le monde veut bien faire, on veut pas planter l'équipe, ça c'est clair et net, mais c'est pas toujours évident, et puis toujours donc le même règlement avec ce règlement donc du meilleur temps. Là en plus, départ qui est vraiment atypique sur un circuit de Formule 1, qui n'est pas le circuit le plus facile. Manicourt, c'est un circuit où en termes de trajectoire, il y a un peu de travail, il y a des enchaînements de chicanes, notamment il y a des chicanes très rapides, il faut faire attention. La première grande courbe qui se referme, enfin voilà, qui n'est pas si évidente que ça, là, enfin pas la première grande courbe, enfin, il y a le deuxième virage qui est en fait une longue courbe qui va nous emmener sur la ligne droite, où là ça va être tranquille. Et puis après, vous avez l'épingle, ça passe plutôt bien. Vous avez l'enchaînement droite-gauche, où là c'est un enchaînement plutôt rapide, mais qui arrive sur un virage extrêmement dur à prendre. Je crois que c'est le 180, qui est extrêmement dur à prendre, celui-là. Et puis ensuite, vous avez de nouveau une chicane avec une petite bosse. Bon, après, le reste, ça reste plutôt simple sur la deuxième partie, mais vous avez quelques enchaînements. C'est pas un circuit, c'est pas Spa, quoi. Il y a des enchaînements de virages qui sont plus compliqués qu'à Spa. Alors, malgré tout, on a une largeur de route qui est assez importante, mais il va falloir être intelligent et bien utiliser toute la largeur de la piste. Ça va être important pour les coureurs, un peu comme en Formule 1, en qualification, il va falloir vraiment utiliser toute la largeur de la piste, donc bien étudier ça, et puis essayer d'être bien en place, parce que c'est toujours particulier, et puis le final, très technique, on va y revenir, mais c'est vraiment, les 5 derniers kilomètres sont pas évidents du tout pour les coureurs. Allez, on regarde tout de suite le parcours, avec dans un premier temps ce petit graphique. Bon, vous voyez, c'est pas tout plat, mais ça reste quand même pas très compliqué. Il y aura la côte de la Pisserotte dans le final de cette journée, dans les 5 derniers kilomètres. 900 mètres à 5,6 de moyenne, mais vraiment, c'est pas extrême. Et vous avez voilà, une petite route en prise vers le point intermédiaire numéro 1.
C'est vraiment pas extrêmement compliqué. Je pense que le chrono l'an dernier de Auxerre était plus difficile que celui de Nevers cette année. Ça permet également de signaler à tous les gens qui pensent que le circuit de Nevers-Manicourt est à Nevers, pas du tout. Hein. Entre Manicourt et Nevers, vous avez 20 minutes de route. Hein. C'est pas du tout à côté pour ceux qui voudraient aller au circuit de Manicourt en se disant je prends l'hôtel et puis j'ai que 5 minutes entre l'hôtel à Nevers et le circuit à Manicourt, pas du tout. Il y a un vrai écart entre le circuit et la commune de Nevers. C'est à côté de Manicourt, sauf que Manicourt à Nevers, c'est pas au même endroit. On regarde aussi un petit peu la carte du parcours. Donc comme vous le voyez, le circuit tout en bas. Et ensuite, en fait, on va prendre l'ancienne National 7 pour remonter sur Nevers. Vous avez maintenant l'autoroute, hein, donc la nationale, enfin autoroute hashtag nouvelle National 7 aussi, parce que ça dépend de nos endroits. Donc la A77 National 7. Et puis vous avez également donc l'ancienne National 7, donc c'était comme ça qu'on arrivait hein, dans le sud de la France, et l'ancienne National 7 qui est désormais une départementale 907, 1007, plein de noms différents, parce que je connais très bien la région, hein, je connais très bien Nevers, et bien vous voyez, faut faire attention, mais voilà, on est sur un parcours qui sur la première partie va être très simple, jusqu'à l'arrivée dans Nevers, où là ça va être beaucoup plus technique dans Nevers, hop là. Je vous le montre tout de suite. Ça, ce sont les 5 derniers kilomètres. Et encore, même plus, hein, on a quasiment les 10 derniers kilomètres. Donc on va arriver par le pont de Loire. Le pont de Loire donc, est un assez gros pont hein, qui permet de passer au-dessus de la Loire. Il faut savoir que la traversée de la Loire à Nevers, je crois qu'il n'y a qu'un pont. Il n'y a pas 150 ponts pour traverser la Loire. Donc vous allez traverser la Loire. Bon, un pont que pas moche. Hein, voilà. Et puis ensuite, ça va être un sacré bordel. Ça va être un sacré bordel pour arriver dans Nevers. Hein. On va être pas loin de la gare, hein, notamment de Nevers. Et vous voyez, donc il va y avoir des ralentisseurs, des ronds-points qui vont s'enchaîner. Là, on est le long de la Loire. Voilà, donc c'est toujours assez technique, hein, le long de la Loire. Dans toutes les communes où on passe pas très loin de la Loire, c'est souvent assez technique. Avec des ralentisseurs, des giratoires. Enfin voilà, c'est un peu le bordel. Et puis ensuite, bon, vous voyez la côte de la Pisserotte. Qu'il va falloir grimper avec de nouveau un ralentisseur, un autre ralentisseur pour récupérer la rue de Marzy, qui est une grosse rue, voilà, où là ça va plutôt aller assez vite. Ensuite on a un pont par ici pour passer pour passer au-dessus des lignes de chemin de fer. Et puis derrière, eh bien, l'arrivée rue Henri Barbus, mais c'est assez technique avec voilà, encore un ralentisseur à 500 mètres de l'arrivée à peine. Donc vous voyez, il y a pas mal de difficultés dans ce final. On aurait pu faire plus simple, beaucoup plus simple. On a voulu faire technique. J'espère que ça ne créera pas trop de chutes et pas trop de soucis du côté des équipes, mais ça va renforcer la tension du côté des différentes formations, ça c'est clair et net. Du côté de cette journée, je reprends la carte, grand soleil du côté de Nevers, avec 15 degrés sur cette étape, un petit vent faible, mais si c'est comme aujourd'hui, vraiment, parce que moi j'habite à 1 heure de Nevers, hein, pour tout vous dire, même si je regarderai le contre-la-montre derrière la télévision, parce que je peux pas faire autrement. Je peux pas me déplacer demain, voilà. Mais ça va être... et pourtant, je suis bien déçu, parce que les chronos par équipe, c'est toujours très intéressant à regarder sur le terrain. Mais là, je ne peux pas le faire. Ça va être très calme au niveau du vent, heureusement, parce qu'avec les roues lenticulaires, quand il y a du vent de côté, c'est toujours un exercice un petit peu compliqué. Mais c'est vraiment... voilà, c'est vraiment un temps qui devrait pas changer entre le premier départ et le dernier départ, ça c'est bien aussi. Et un exercice voilà, toujours particulier, départ depuis un circuit de Formule 1, c'est toujours atypique. On regarde un petit peu l'histoire sur cette étape. On est déjà passé à de nombreuses reprises à Nevers, mais on est déjà passé à Nevers-Manicourt. C'était même l'arrivée d'une étape à Nevers-Manicourt, un sprint qui s'était déroulé, remporté par John Degenkolb ce jour-là. Il avait battu Degenkolb sur cette étape. Hop là, il avait battu Matthew Goss et José Joaquim Roras Bozic d'Astana, et Tom Boonen avaient complété le top 5 de cette journée qui était extrêmement plate. On partait de Tours
pour aller au circuit de Nevers-Manicourt. Ça s'était couru à 40 à l'heure. Il n'y avait pas eu de bordure. Voilà. Bon, il y avait eu des... Thomas Vauclair, tiens. Doit s'en souvenir, Thomas Vauclair, il avait fini à 3,33 avec Luc Reveux et Julien Fouchard. Il avait fini dans les 3 derniers de l'étape. Thomas Vauclair. Donc il garde peut-être pas un bon souvenir du circuit de Manicourt, un exercice particulier. Des arrivées à Nevers, il y en a eu beaucoup, notamment une victoire sur le Tour de France de Petaki. On a vu également cette fameuse victoire de Gerd Stingman, c'était du côté de Paris-Nice. On a même eu un prologue qui partait de Paris-Nice, qui partait de Nevers. Et une année, Paris-Nice est parti à Nevers. Nevers-Paris, il y a un petit décalage quand même de 250 bornes. Avec la victoire de Nico Matane, Yann Kirsipou s'est imposé 2 années d'affilée sur la première étape de Paris-Nice. Et puis, pas mal d'étapes de Paris-Nice. Hein. Jean Bobet, par exemple, avait remporté une étape. Et puis, Bontempi avait remporté une étape en 86. Et le dernier passage du Tour de France par Nevers, c'était en 2021, dans cette fameuse étape qui partait de Vierzon, 247 km, remportée par Mohoric. On était passé dans Nevers, mais on était encore loin de l'arrivée quand on était passé à Nevers. Du côté de la stratégie, c'est simple, faut catapulter son leader. Il faut rester ensemble jusqu'à l'entrée dans Nevers. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à être 1 de moins, 2 de moins, 3 de moins, parce qu'on va être sur des très grosses routes, donc plus on peut passer de relais, mieux c'est. Donc plus on arrive à garder la cohésion jusqu'à Nevers, à l'entrée dans Nevers, mieux c'est. Ensuite, il faut catapulter son leader, ce qui ne va pas être évident vu comment le parcours est technique. C'est sûr que c'est plus simple quand on a des belles lignes droites de catapulter un leader. Là, sur un final comme ça, où les 5 derniers kilomètres vont être même plus que les 5 derniers kilomètres, vont être extrêmement techniques, ça va pas être évident. Mais jusqu'au Pont de Loire, pour moi, il faut rester au complet. Et ensuite, on peut commencer à essayer de catapulter son leader derrière. Donc ça va être important de garder une vraie cohésion d'équipe, c'est toujours ça qui fait la différence. Bien entendu, essayer de rouler le plus proche les uns des autres, pas avoir de problème mécanique, parce que là, dans ce genre de cas, ça coûte vraiment extrêmement cher. Mais ça va être un sacré travail, et surtout avoir bien repéré le final du parcours, parce qu'avec les ralentisseurs, les bras sur les prolongateurs, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. Donc il faudra faire très attention. Au final, on regarde tout de suite mes favoris pour cette journée. J'enregistre, nous sommes le 10 mars, il est 17h27. Donc l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, c'est terminé. Parmi mes favoris, je décide de mettre la Visma Leasebike. Voilà, Jorgensen, Vingegaard sont pas des mauvais coureurs de contre-la-montre, loin de là. C'est peut-être même eux qui vont tracter l'équipe. La grande question chez Visma, c'est est-ce qu'on va demander à ce que Jorgensen se sacrifie pour Vingegaard ou est-ce qu'on va arriver à 2 ? Ça, c'est la grande interrogation. UAE, oui, bien entendu, on a Almeida, donc là aussi un leader qui est spécialiste de la discipline. On sait très bien que les vélos fonctionnent très bien aussi, c'est l'avantage chez Visma, c'est l'avantage chez UAE. Donc on sait que c'est un exercice qui est vraiment quelque chose qu'ils apprécient chez les Émiratis, donc pas vraiment de soucis. Troisième équipe, la Jayco Alula. Ils ont toujours été bons dans cet exercice, la Jayco Alula. Quand ça s'appelait Orica Green Edge, Jayco, Mitchelton Scott, ils ont toujours été performants sur le contre-la-montre par équipe. Là, en plus, on a quand même 5 Australiens. Donc ça veut dire que pour avoir une cohésion d'équipe, c'est vraiment l'idéal. Et je rappelle qu'en Australie, on est très bon sur la poursuite par équipe. C'est un exercice très proche de la poursuite par équipe, au final, le contre-la-montre par équipe. Donc je dirais que Ben O'Connor, tous ont dû peut-être faire de la piste à un moment dans leur carrière. Donc forcément, ils savent rouler les proches les uns des autres. Et ça va être hyper important sur cette journée. Et puis je mettrai la Movistar. Alors même si Romeo a été ralenti par une chute, je me dis quand même que voilà, cette formation est peut-être capable de nous surprendre sur cette journée. Donc je tente un grand coup dans mes favoris avec la Movistar à suivre Ineos. Là aussi, c'est une équipe qui est toujours bonne dans l'exercice. Arensman est pas mauvais, mais j'ai peur que ça manque un peu. Il y a certes Tobias Foss, mais il y a 2-3 coureurs où je sais pas trop ce que ça va donner du côté d'Ineos. Les horaires,
eh bien, comme la veille, hein, sur Max et France 3 à partir de 14h45. Et puis, dès l'arrivée de l'étape de Tirreno Adriatico, ça basculera sur Eurosport 2. Mais autant vous dire que si vous regardez sur Eurosport 2 simplement à la télé, vous risquez de ne pas voir grand-chose du contre-la-montre. Donc, je vous conseillerais plutôt d'aller sur France 3 dans ce genre de cas. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!